En 2020, après Jésus-Christ, tout le monde de l'horlogerie européen est dominé par l'Empire suisse. Tout? Non, un petit village de Saxe résiste encore et toujours depuis 175 ans au pays du gruyère et du chocolat. Bon, cette introduction est bien sûr exagérée pour les besoins de la comparaison. L'horlogerie japonaise en particulier est également très présente et à plus petite échelle, de nombreuses marques non suisses, entre autres françaises, essayent aujourd'hui de se démarquer. Il n'en reste pas moins que la petite ville de Glashütte fait figure d'exception et certaines de ces entreprises sont, avec les marques japonaises, les seules capables de rivaliser, voire surpasser les manufactures suisses. En cette année 2020, Glashütte, et en particulier deux de ces marques, célèbrent des moments importants de leurs histoires. C'est d'abord à Lange und Söhne et la ville entière qui fête les 175 ans de l'arrivée des premiers horlogers en ville, et le premier et le plus célèbre de tous étant bien sûr Ferdinand à Lange. La maison Glashütte originale célèbre, elle, les 100 ans de l'invention du tourbillon volant en 1920 par l'un des horlogers de la ville, Alfred Helwig. Profitons-en pour revenir sur le passé et le présent de cette ville, petite par la taille mais grande par son savoir-faire. Avant de commencer, je précise que cette vidéo est une adaptation de l'article de Clément LGC disponible sur notre site lecalibre.com, le lien est en description. Aussi, veuillez prier de m'excuser par avance si j'écorche quelques noms allemands. En 1845, le saxon Ferdinand Adolf Lange vient s'installer à Glashütte, ville jusque-là connue pour ses mines d'argent grâce à un prêt du gouvernement saxon. Il fonde dans cette ville la première société d'horlogerie, Lange NC, avec pour but de créer une industrie indépendante de montres saxonnes. Il amène avec lui trois autres horlogers, Adolf Schneider, Julius Assmann, puis Moritz Grossmann quelques années plus tard. L'une des conditions du gouvernement de Saxe pour l'attribution du prêt à Lange était que celui-ci forme, après son installation, une quinzaine d'apprentis. Lange, au lieu de former des apprentis horlogers complets, décide de les former chacun sur des aspects bien particuliers de la fabrication des montres. En cela, il participe non seulement à la création d'ateliers d'horlogerie indépendants, mais également à la création d'un réseau de fournisseurs locaux qu'il aura lui-même formé. Cette caractéristique constituera l'une des forces de Glashütte qui lui permettra de résister aux crises qu'elle traversera. En 1878, l'ouverture d'une école d'horlogerie par Grossmann pérennise la formation d'apprentis suivant l'excellence de Glashütte. Malgré des difficultés initiales considérables, à partir de 1875 environ, l'industrie horlogère et la mécanique de précision deviennent l'épine dorsale de l'économie de la ville. Les sociétés bien connues étaient Lange und Söhne, Assmann Deutsche Anke-Uhrenfabrik Glashütte, dont l'une des montres est la première à atteindre le pôle Nord magnétique avec l'aventurier norvégien Roald Amundsen. Union Glashütte SA, Glashütte Precision Uhrenfabrik AG et Deutsche Precision Fabrik Glashütte GmbH en tant que précurseur de la Urofa et sa société sœur UFAG. Mühle Glashütte. Outre les montres de poche de précision, la ville produit des montres d'observation et des chronomètres de marine de Lange und Söhne pour la marine et l'armée de l'air, ainsi que des chronographes de pilotes de la marque Tutima via le fabricant UFAG. La ville et ses industries prospèrent ainsi jusqu'aux deux guerres mondiales auxquelles elles résisteront tout en étant un fournisseur de l'armée. Le tout dernier jour de la Seconde Guerre mondiale, 8 mai 1945, Glashütte est bombardée et partiellement détruite par les avions soviétiques. À la fin de la Seconde Guerre mondiale, la Saxe est intégrée à la RDA. Les fabricants de montres de Glashütte sont expropriés par le gouvernement soviétique et les usines et outils de production de 7 d'entre eux sont fusionnés dans le VEB Glashütte Uhrenbetrieb à partir de 1951. Cette date marque la disparition du marché des marques de montres de Glashütte, les droits des marques appartenant à présent à VEB GUB ou VEB pour faire plus simple. Certains de leurs propriétaires comme Walter Lange, héritier de Ferdinand A. Lange, s'exilent en RFA suite à cette expropriation. Certaines marques ne reverront jamais le jour. Les montres de Glashütte, anciennement réputées pour leur assemblage artisanaux, sont à présent produites industriellement en grande série.
Elles restent cependant réputées à cette époque pour leur qualité de fabrication. Les mouvements mécaniques automatiques les plus connus du VEB DUB Webcube ont été Specimatic de 1960 à 1978, suivi du Specichron de 1978 à 1985. Par la suite, la part des mouvements mécaniques diminuera et sera remplacée par des montres à quartz. À la suite de la chute du mur de Berlin et à la réunification de l'Allemagne, la haute horlogerie revient petit à petit à Glashütte. C'est d'abord W. Lange ou W. Lange qui, dès 1990, fonde la Lange Uhlen GmbH Glashütte et dépose le nom de A. Lange und Söhne dans le monde entier. La marque attendra néanmoins 1994 pour présenter ses premiers modèles. Elle est aujourd'hui le fleuron de la ville en produisant des montres à la fois de grande qualité et très exclusives. Les descendants de Mühle procéderont d'eux-mêmes un peu plus tard et relanceront la marque. Le conglomérat VEB GUB Webcube, qui garde malgré tout les droits et l'historique des marques intégrées en 1951, va mettre 4 ans à être privatisé. Et bien que n'ayant plus que 72 employés lors de cette privatisation, l'entreprise renaîtra sous le nom de Glashütte Original et c'est aujourd'hui au sein du Swatch Group l'une des vitrines de la ville. Il faut noter que la mention originale avait été ajoutée à côté du nom de Glashütte à partir de 1921 pour les distinguer des copies, en particulier suisses. De ce même conglomérat ressurgira du passé Union Glashütte, d'abord comme filiale de Glashütte Original, puis suite à l'intégration au Swatch Group comme marque à part entière. Enfin, de nouvelles marques viendront s'installer dans la ville pour profiter de son savoir-faire et sa riche histoire. Certaines reprendront des noms évoquant le glorieux passé, tels que Grossman, mais d'autres, au contraire, partiront de zéro. L'exemple le plus connu étant Nomos, qui est, avec A. Lange und Söhne et Glashütte, la marque la plus connue de la ville. Glashütte a retrouvé une grande partie de sa gloire et réputation d'autant. Comme l'introduction le précisait, elle est redevenue le centre horloger le plus célèbre en dehors de la Suisse et du Japon. Est-il cependant possible de définir une montre type de Glashütte ? Bien que chaque marque possède ses caractéristiques et designs qui leur sont propres, elles se définissent toutes par leur haut degré d'ingénierie et la qualité de leur production. Esthétiquement, deux courants peuvent s'observer. Certaines marques ont adopté un design raffiné, plus proche du classicisme britannique que suisse. On retrouvera dans ce style des marques comme A. Lange und Söhne ou Glashütte Original, qui reprendra d'ailleurs également des designs de la période RDA. Ces deux marques vont produire des montres de très haute qualité, A. Lange rivalisant sans contexte avec les plus grands noms suisses. D'autres marques telles Nomos vont au contraire s'inspirer du mouvement artistique allemand Bauhaus. Globalement, le design des montres fabriquées à Glashütte les rend facilement reconnaissables et associés à leur qualité de fabrication qui les classe à part. Enfin, une montre Glashütte s'identifie par la mention du nom de la ville sur son cadran. Pour porter cette preuve d'origine tant convoitée et répondre à la réglementation de Glashütte, la montre doit y être fabriquée de façon majoritaire et en particulier la plus grande partie du mouvement. Bien que les règles n'aient pas été officiellement écrites, la réglementation est considérée comme contraignante et exige un minimum de 50% de création de valeur sur place. Cette exigence a été mise en place afin d'empêcher le plagiat, mais permet également de protéger et renforcer la tradition Glashütte. La Nomos Club. Ce n'est certes pas le premier modèle de Nomos qui vient à l'esprit. La Tangente, qu'on appelle parfois d'ailleurs aussi Tangente chez les Frenchies, ou encore le modèle Orion, sont des références de la marque qui sont beaucoup plus connues. Mais je dois avouer avoir un petit coup de cœur pour la Club. Comme à son habitude, Nomos présente ici une montre équilibrée et au design simple mais efficace. Ces touches colorées ajoutent un style sportif et moderne qui atténue son côté classique pour la rendre assez versatile et habillée sur un poignet en mode casual. Selon les modèles de la gamme, la taille varie mais reste généralement sous les 40 mm de diamètre. Elle peut donc habiller sans problème tous les poignets. Côté mouvement, Nomos nous propose son premier mouvement maison, l'Alpha. Comme pour le reste de la montre, simple mais efficace. A noter quand même que les nouveaux modèles pneumatiques sont eux équipés du DW301 maison.
Et pour finir d'ailleurs sur le prix, il faut compter plus ou moins 1000 € pour le modèle de base, ce qui, pour une montre de cette qualité et finition avec mouvement maison, est imbattable. Les modèles suivants sont eux un petit peu plus chers, mais restent de très bons rapports qualité-prix. La Panomatic Lunar fait partie de la ligne Pano, elle reprend totalement l'esprit de Glashütte original par excellence. Un design clair et des affichages décentralisés qui sont disposés selon le nombre d'or. L'affiche de la date est également une marque de fabrique de la maison depuis 20 ans. Basé sur 2 panneaux d'affichage concentriques sur un plan, il permet d'afficher les 2 chiffres de la date nettement plus grands. Sa position est contrebalancée par la disposition gracieuse et détaillée de la phase de lune à 2 heures. Le calibre automatique 90-02 donne vie à cet élégant cadran. Le verre saphir sur le dos révèle les caractéristiques traditionnelles de Glashütte original. Le polissage cannelé de la marque sur la plaque 3/4 et le pont d'équilibrage gravé à la main avec ajustement fin du col de cygne duplex entre autres. Clément a eu un petit faible pour la version en or rouge et son cadran bleu galvanisé. La Datograph Perpetual est la première montre bracelet pour laquelle Lange a combiné un chronographe avec un calendrier perpétuel. On y retrouve tous les attributs d'une montre perpétuelle, la date, le jour de la semaine, le mois et l'année bissextile. Le calendrier perpétuel est conçu avec une telle précision qu'il ne nécessite aucun ajustement avant l'année 2100, date à laquelle une correction d'un jour est nécessaire. Lange est venu y ajouter une fonction chronographe qui permet des mesures de courte durée avec une précision d'un cinquième de seconde. Le mouvement du calibre L952-1 est composé de 556 pièces. Le mécanisme du calendrier à lui seul en comporte 223. Le mécanisme du chronographe est commandé par une roue à colonne classique qui coordonne toutes les séquences de commutation. Des bascules et des leviers de différentes formes s'engagent avec cette roue. La longueur considérable des leviers est due à la disposition spéciale de ce cadran. Il contourne le mécanisme de date hors format et couvre la distance jusqu'au cadran secondaire situé sous la ligne centrale. Enfin, le cadran est en argent massif et orné d'appliques et d'index en or massif. Les aiguilles sont en or rhodié et en acier bleui, le tout restant visible dans le noir grâce à des aiguilles et index luminescents. Sur ce modèle, Lange démontre tout son savoir-faire tout en conservant une montre élégante dans sa plus pure tradition. Comme annoncé en début de vidéo, 2020 voit la ville célébrer 2 anniversaires. Le premier des deux concerne l'une des innovations qui a donné ses lettres de noblesse à la ville, le tourbillon volant. Petit retour dans le passé. Pour ceux d'entre vous qui ne le savent pas, Alfred Helwig était un ancien enseignant de l'école d'horlogerie de Glashütte entre 1913 et 1954. Il aura vu passer quelques 800 élèves et assumé le rôle de directeur technique de l'école. Helwig était l'un des meilleurs horlogers allemands de l'époque, mais si son nom est resté attaché à l'histoire, c'est aussi parce qu'il est l'inventeur de ce fameux tourbillon volant. Là où un tourbillon traditionnel était généralement pris en sandwich entre la plaque de mouvement et le pont supérieur, le tourbillon volant de Helwig signifie qu'il n'est fixé que d'un côté. Les montres à tourbillon pouvaient donc être plus fines et le tourbillon peut être vu et donner l'impression de léviter. Au sein de la structure ouverte, le balancier et l'échappement tournent constamment autour de leur axe de façon à accomplir une rotation complète en 1 minute environ. Le tourbillon compense ainsi avec fiabilité l'effet négatif de la gravité sur la précision de marche. Helwig aura pu profiter de sa position d'enseignant pour mettre au point ce tourbillon avec l'aide de ses élèves. Ainsi, pour marquer les 100 ans de l'invention, Glashütte Original a présenté un modèle hommage, la Alfred Helwig Tourbillon 1920. À première vue, la montre semble très simple. On pourrait même se dire une montre simple pour une idée simple. Mais si le concept de base du tourbillon volant est aussi simple que de retirer un côté du support, sa réalisation ne l'est pas. Cette montre peut se définir exactement de la même manière. Un boîtier en or rose avec un cadran en or argenté et la mention tourbillon dans le cadran de la petite seconde. Au dos de la montre, on découvre le calibre 5401 à remontage manuel, un mouvement qui renferme le tourbillon volant dans toute sa splendeur. Aucune distraction, sauf un peu de style Glashütte original ajouté ici et là, mais un hommage et un respect pur pour l'un des meilleurs horlogers allemands. À un peu plus de 100 000 € et limité à seulement 25 pièces,
La Alfred Helwig Tourbillon 1920 est une montre qui ne sera pas facile à mettre entre vos mains. Mais c'est une pièce qui met en lumière une partie de l'histoire peu connue de l'horlogerie et démontre le savoir-faire de Glashütte. Les 175 ans de l'industrie horlogère à Glashütte, la trilogie 1815 de A. Lange und Söhne. A l'occasion du 175e anniversaire de l'arrivée de Ferdinand Adolf Lange à Glashütte, A. Lange und Söhne présente 3 nouvelles montres en or miel Onigold et issues de la collection 1815 de la marque qui fait référence à l'année de naissance de Ferdinand Lange. Ces 3 modèles sont présentés sous la ligne 1815 Onigold, hommage à Ferdinand Adolf Lange Anniversary Edition. Elle est composée des modèles 1815 Fine Onigold, 1815 Rattrapante Onigold et Turbograph Perpetual Onigold. L'or miel utilisé est un alliage développé et utilisé exclusivement par Lange, ce qui le rend plus résistant aux rayures que les autres alliages d'or. 1815 Fine Onigold, hommage à Ferdinand Adolf Lange. Cette 2 aiguilles limitées à 175 exemplaires représente le classicisme absolu de Lange. Elle est dotée d'un boîtier en or miel d'une hauteur de 6,3 mm seulement. Le cadran en émail blanc brillant en 2 parties se distingue dans ce cadre exclusif. Les chiffres arabes imprimés en gris foncé et l'échelle classique des minutes en forme voie ferrée contrastent fortement avec le fond lumineux. Dans toutes ses facettes artisanales, le mouvement L093-1, fabriqué en 167 pièces et assemblé manuellement, rend hommage au style introduit par Ferdinand Adolf Lange, contrairement au code de Glashütte communément utilisé dans d'autres modèles de Lange. La platine 3/4 en argent allemand, rappel des origines de la ville, présente une texture de surface granuleuse que l'on retrouve souvent dans les montres de poche historiques de Lange. Des chatons en or fixés par 3 vis bleuies thermiquement tracent le chemin de la puissance transmise du barillet du ressort moteur à l'échappement. Parmi les signes de qualité non visibles figure le double assemblage du mouvement qui garantit la perfection technique et visuelle. 1815 Rattrapante Onigold, hommage à Ferdinand Adolf Lange. Le boîtier de cette édition limitée à 100 exemplaires est en or miel et mesure 41,2 mm de diamètre et 12,6 mm d'épaisseur. Le verre principal comme celui du fond sont en verre saphir. Le tout est combiné avec un cadran noir en argent massif sur lequel le graphisme en or et les aiguilles des heures, des minutes et de la petite seconde en or rose contrastent. L'aiguille rattrapante est en acier rodier. Le mécanisme complexe de chronographe rattrapante est situé sur le côté mouvement du nouveau calibre L101-2 à remontage manuel. Les mesures de temps et de temps autour sont traitées avec précision de manière classique à l'aide de 2 roues à colonne. Elles sont visibles à travers le fond en verre saphir et les processus de commutation peuvent être observés en détail. Les plaques de Melchior naturelles sont munies de ponts gravés à la main et plaqués rhodium noir pour le balancier et le chronographe. Le Turbograph Perpetual Onigold hommage à Ferdinand Adolf Lange est la pièce maîtresse de la collection hommage. Elle est selon la marque la meilleure preuve de leur détermination à faire évoluer constamment l'horlogerie de précision. C'est la pièce la plus compliquée, la collection est limitée à 50 exemplaires. 2 de ces 5 complications, le tourbillon et la transmission par fusée-chaîne, n'ont qu'un seul but, améliorer la précision de la marche. L'orchestration de ces complications supplémentaires, chronographe rattrapante et calendrier perpétuel, est un formidable défi horloger. Leur parfaite interaction peut être observée d'un seul coup d'œil à travers le fond saphir du calibre de manufacture L133-1. En ce qui concerne le design du cadran, A. Lange und Söhne a adopté une approche totalement nouvelle. Il est en or miel rodier noir avec des chiffres et des échelles en relief qui se détachent du fond sobre. Le cadran est fabriqué dans les ateliers de la manufacture de Lange. Pour vous offrir cette merveille, il vous en coûtera un demi-million d'euros. L'excellence et la perfection ont un prix. Enfin, Nomos a également présenté certains modèles pour célébrer les 175 ans de l'horlogerie à Glashütte. Il s'agit d'une version de la Ludwig en version calibre alpha ou néomatique et de 3 déclinaisons de la lambda. La Ludwig 17 va se présenter avec un cadran blanc émaillé accompagné d'une gravure au dos. La lambda va elle présenter 3 couleurs spécifiques pour cet anniversaire.
Les 3 modèles sont équipés du calibre DW1001 de 84 heures de réserve de marche et présentent également une gravure anniversaire au dos. Chacune des 3 couleurs est disponible à 175 exemplaires. Pour le mot de la fin, Glashütte a su traverser les âges et les crises grâce à son savoir-faire exceptionnel. La mise en place d'une industrie horlogère globale, de la formation aux manufactures sans oublier les sous-fournisseurs, a permis à la ville de s'inscrire comme une place forte de l'horlogerie. Malgré une période compliquée sous le régime de la RDA, la ville a su s'adapter pour survivre et mieux se relancer. Avec la renaissance de marques historiques et l'arrivée de nouveaux acteurs, Glashütte va pouvoir continuer à écrire son histoire et celle de l'horlogerie. On espère que cette vidéo vous aura permis d'en apprendre plus sur Glashütte, cette ville iconique dans le milieu de l'horlogerie. Un petit like et un petit commentaire pour le référencement, ça fait toujours plaisir. Merci encore à Clément pour le texte et à bientôt sur lecalibre.com. Allez, ciao ciao.